Et puis la rubrique rétroviseur déniche aujourd'hui Malé Comptable, ce personnage de la fameuse série Un DG peut en cacher un autre. Il se confie à Abiboubaï sans détour. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, le chef de l'État s'est rendu ce samedi à Diofior pour présenter les condoléances de la nation à la famille de Cheikh Bounama Ould du Cheikh Talibouya, rappelé à Dieu le 19 septembre dernier à Nimzat. Le khalife général des Khadra a passé 71 ans de sa vie dans cette localité du département de Fatick. Le président Macky Sall a salué la mémoire d'un homme d'une dimension spirituelle rare. Reportage Oumar Nying. À Diofior, le président de la République est reçu avant tout comme un membre de la famille. Ses relations particulières avec l'illustre disparu expliquent tout. Cheikh Haya, petit frère de Cheikh Bounama Ould du Cheikh Talibouya, le confirme lors du tête-à-tête, mais aussi en public. Devant l'assistance, le chef de l'État présente donc les condoléances de la nation à la confrérie Khadr et à la Oumma islamique, non sans revenir sur la dimension exceptionnelle de cet homme qui vient de nous quitter. Un homme d'une dimension spirituelle tout à fait rare et d'une très grande humilité. Nous sommes ici au cœur du Sénégal, à Diofior. Et avant l'indépendance déjà, il s'est établi dans ces contrées pour propager la parole de Dieu et donner le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ces terres du Sine, en pays sérère. Il a montré l'exemple dans le brassage culturel et biologique entre peuples, dans l'amitié et dans l'islam. Voilà le modèle que nous devons tous suivre, car il nous a indiqué la voie. C'est pour dire également que les relations entre nos deux pays sont des relations exceptionnelles, que nous devons chacun, en ce qui le concerne, travailler à consolider, à raffermir, car les peuples sont déjà unis par la foi, par le destin, par la géographie, par l'histoire et par le sang. Je vous demande, Excellence, de bien vouloir transmettre mes condoléances personnelles, les condoléances du peuple et de la nation sénégalaise tout entière à son Excellence le président Mohamed Ould Abdelaziz, au peuple mauritanien suite à la disparition de Cheikh Bounama. Au nom de la famille, c'est Cheikh Seydil Khayar qui a pris la parole pour à son tour présenter ses condoléances au chef de l'État, car c'est lui qui a perdu un père. Allusion encore aux relations privilégiées entre le président Macky Sall et le défunt khalife général des Khadr. Des liens suffisants pour exprimer une marque de reconnaissance. De mémoire, dit-il, jamais un président n'a eu autant d'égards et d'attention à l'endroit de la communauté. La preuve par les changements notoires constatés dans l'organisation du pèlerinage de Nimzat, mais aussi une présence constante dans la prise en charge des préoccupations de la confrérie. Les condoléances reçues, le khalife et petit frère, Cheikh Haya, a formulé des prières, mettant ainsi fin à la cérémonie. Le chef de l'État repart avec ce chameau offert par la famille, pour qui connaît l'importance que la famille de Cherna Cheikh Sadbou accorde, donne à ce mammifère. L'acte est éminemment symbolique. Première visite officielle du directeur général d'Africa 50 au Sénégal. Il a été reçu ce vendredi par le président de la République. Alain Ebobi, c'est à la tête de la structure panafricaine de financement de projets en infrastructure. Africa 50 s'engage à accompagner le Sénégal dans un partenariat public-privé. Un principal domaine ciblé, le secteur de l'énergie. Voici le DG d'Africa 50 à sa sortie d'audience. Nous avons eu des échanges très fructueux avec Monsieur le Président de la République par rapport au soutien d'Africa 50 au projet d'infrastructure en PPP au Sénégal. Nous avons eu des échanges qui permettent de mettre en œuvre ces projets de manière rapide. Le président a insisté
et sur le fait que la rapidité d'exécution était très importante. Et nous, à Africa 50, nous sommes très désireux d'accompagner ces efforts. Mais nous parlons particulièrement des projets dans le secteur de l'électricité qui seront mis en œuvre, mais également dans d'autres secteurs, sous-secteurs de l'infrastructure. Africa 50 est très intéressé à soutenir les projets au Sénégal parce que le Sénégal a montré son leadership en matière de mise en œuvre de projets en PPP, partenariat public-privé. Nous accompagnons le Sénégal principalement dans les projets donc, de production d'électricité sous forme de production indépendante. Africa 50 pourra donc travailler avec le gouvernement et la Sénélec pour mettre en œuvre ces projets de production indépendante et peut-être aussi plus tard d'autres sous-secteurs d'électricité, peut-être le transport de l'énergie, seront également des secteurs qui sont des secteurs intéressants pour des projets de type PPP, mais également au-delà du secteur de l'électricité, dans d'autres secteurs de l'infrastructure. Et puis cette série de consultations médicales gratuites au profit des personnes du 3e âge à Yoff, une initiative de la Fondation Servir le Sénégal qui s'inscrit dans le cadre d'un programme qui vise la quasi-totalité des communes du pays. Les bénéficiaires de Yoff expriment leur reconnaissance à la Première Dame. Nous y reviendrons au cours de ce journal. Et puis le Royaume d'Arabie Saoudite fait face à une crise et a entraîné la faillite de plusieurs entreprises. Du coup, les travailleurs se retrouvent en chômage technique. Parmi eux, plus de 400 Sénégalais avec 9 mois d'arriérés de salaire. Riyad a pris la situation en main et des solutions sont en vue, rassure le consul général du Sénégal à Jeddah. Voici Mamadou Habib Khan au micro de notre envoyé spécial Dahaba. C'est un cas relativement particulier puisqu'il s'agit d'une société, une société franco-saoudienne qui est OG. OG, il y avait quelque chose comme 400 et quelques Sénégalais, jeunes Sénégalais qui travaillent dans Saoudi OG. Et cette société a eu énormément de problèmes financiers, de problèmes juridiques, etc., etc. Alors il se trouve que les Sénégalais n'étaient pas seuls dans cette société. Il y avait des Français, il y avait toutes les nationalités, puisque c'est une grosse société. Je dirais que c'est peut-être la 3e grande société en Arabie Saoudite. Donc, ils ont effectivement eu ce problème. Donc, 9 mois d'arriérés de salaire et plus des conditions vraiment précaires dans lesquelles ils vivent ici. Mais heureusement, le consulat et l'ambassade du Sénégal font le maximum pour que leurs droits soient donc respectés et pour qu'ils puissent être remboursés pour ceux qui veulent partir, donc seront payés intégralement d'après ce que les autorités saoudiennes nous ont dit. Et en plus, pour ceux qui veulent rester et transférer le sponsorship, ils vont le faire. Donc les autorités saoudiennes vont alléger et vont faciliter justement cette procédure de transfert de sponsorship. Ils le font avec le consulat ici, le consulat général du Sénégal. Donc je crois que c'est un problème qui va se régler bientôt, Inch'Allah. 10 millions de francs CFA et une importante quantité de riz, c'est la contribution du chef de l'État Macky Sall à l'édition 2016 du Umebel, la fête du roi d'Oussouye. Cette fête annuelle traditionnelle qui dure 9 jours mobilise tous les villages de ce royaume du Kassa, nous dit Bachirba. Remercier Dieu pour avoir donné un bon hivernage et prier pour avoir de bonnes récoltes, c'est d'abord et avant tout le sens du Umebel, cette fête organisée tous les ans vers la fin de l'hivernage. Ce n'est pas une fête, c'est avant tout une prière. C'est pendant 9 jours que les prières se font ici, mais le commun des mortels ne sait pas qu'il y a des prières qui se font ici. Pour cette édition, le chef de l'État a donné des instructions claires. Au-delà de l'exécutif régional, c'est une forte délégation qui est venue assister à l'événement. Le roi d'Oussouye est un acteur de développement, un régulateur social. Il peut apporter sa pierre à l'édification d'un Sénégal émergent. Il nous a chargé de vous dire tout l'espoir qu'il a en vous pour que véritablement vous puissiez le soutenir. Vous puissiez l'accompagner pour que, au-delà du premier mandat qu'il a et pour lesquels il a tracé un certain nombre de chemins à travers le plan Sénégal émergent, pour que vous puissiez prier
pour qu'il y ait la paix au Sénégal, qu'il y ait la paix des cœurs, la paix des esprits. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Et tout à l'heure, en venant, nous avons, monsieur le gouverneur et moi, vu l'immense potentialité que recèle cette région de Ziguinchor. En marge des prières, des séances de lutte et de danse sont organisées. La culture est un facteur de développement et le Sénégal a de quoi être fier. Ce sont les Sérères qui nous ont accueillis à travers l'association Djambougoun, membre de l'ONG Ndefleng que je dirige moi-même. Et tout à l'heure, c'est un autre esclave, Halpular, qui m'a accompagné en tant que gouverneur. Mais c'est un esclave des Sérères qui m'a envoyé. Il s'appelle Macky Sall. Donc cela prouve qu'avec ces liens de cousinage, qu'avec ces histoires de plaisanterie, nous pouvons non seulement bâtir la paix, mais nous pouvons participer au développement économique et social de ce pays. Pendant 9 jours, le royaume d'Oussouye va vibrer au rythme du Omeubel, une fête traditionnelle qui est aussi une fête pour la communion et le pardon mutuel. Voilà, 60% des projets de construction de l'État du Sénégal qui étaient à l'arrêt ont été terminés par l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics. L'information a été donnée à l'occasion du débat d'orientation pour l'année 2017. La faculté de médecine de Dakar, de l'Université de Dakar, la bibliothèque de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, entre autres projets, ont été réalisés dans ce sens. Hamidou Diop nous en dit plus. Voici les réalisations de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics. La cité des enseignants du supérieur de Dakar, un amphithéâtre et des salles TP pour la faculté de médecine, des pavillons de plus de 1000 lits à l'université Cheikh Anta Diop, la bibliothèque de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, entre autres. Ces 2 dernières années ont été riches en réalisations. Face au retard récurrent que l'État a constaté dans les constructions, les inefficacités, l'inefficience dans les programmes de construction, l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics a été créée par décret 657 en 2011. Donc, l'État a confié tout ce qui est construction à l'agence. L'agence donc est là comme maître d'ouvrage délégué des ministères. Un projet était à l'arrêt depuis 2012. Aujourd'hui, l'agence les a finalisés. Il y avait presque 102 projets pour un montant de 61 milliards qui étaient à l'arrêt. Son Excellence le Président de la République a mis les moyens nécessaires et nous avons presque terminé les 60% de ces projets-là. Hormis cela, donc, il y a beaucoup de projets qui sont terminés. L'Agence de construction des bâtiments et édifices publics accompagne l'État dans la réalisation, la recherche de financement et accompagne également les collectivités locales. Le conseil de surveillance salue surtout le travail de transparence des états financiers. J'avoue que tout a été rétabli et je crois que c'est extrêmement important et salutaire qu'aujourd'hui qu'on nous présente les états financiers qui ont été déjà certifiés donc par le commissaire de compte. Cela veut dire que donc la régularité est déjà certifiée. Les ministères ont reçu pour instruction de transmettre le programme de construction ainsi que les crédits à temps, ce qui permettra à l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics de jouer pleinement son rôle. À quelques jours de l'ouverture des classes, des formalités administratives sont en cours dans plusieurs établissements. Il s'agit des orientations et des transferts. Des concours sont aussi organisés dans certaines écoles et ils nécessitent une procédure assez stricte. C'est un reportage de Jonas Bassen. Hormis la classe du CM2 ou celle de 3e qui exige la réussite aux concours nationaux, voire une moyenne égale au moins à 10 pour l'élève n'ayant pas obtenu le brevet de fin d'études moyen, un élève du privé voulant s'inscrire dans un établissement public est soumis à une évaluation. L'élève qui arrive en 6e, qui est dans une école privée en 6e, qui veut arriver en 5e public, il est obligatoirement soumis à un examen d'entrée en classe de 5e et c'est un examen qui n'est pas organisé au niveau national, mais c'est un examen d'entrée qui est laissé à l'appréciation des établissements. Un dossier à constituer, une étape qui exige une certaine vigilance car des cas de falsification sont parfois décelés. L'élève fournit une demande manuscrite adressée au proviseur, un bulletin de l'année passée.
un extrait. Il y a des élèves qui scannent les bulletins, ou bien vous voyez que l'extrait, la date de naissance qui se trouve sur l'extrait ne correspond pas à la date de naissance qui se trouve sur le bulletin de noces. Tous ces élèves seront recalés. Un choix est fait sur les matières dominantes de la série ciblée. Ce travail est effectué par le personnel enseignant. Pour L', les dominantes, on peut prendre le français et une langue. Pour la L2, le français et par exemple histogio, ou bien l'anglais. Pour les séries scientifiques S, on fait maths PC ou bien maths SVT. Du côté des établissements privés, une mesure est prise pour l'élève qui veut y faire son transfert. Pour quelqu'un qui doit passer en classe supérieure, impérativement le bulletin du second semestre, avec une moyenne. Il faut aussi des extraits de naissance, il faut des photos d'identité, le livre scolaire et un certificat de scolarité de l'école fréquentée précédemment. L'élève du primaire inscrit dans le privé est épargné d'une quelconque évaluation. Ce dernier pourra adresser une requête au directeur de l'établissement pour un recasement. Tout le contraire, pour l'élève déjà dans le moyen secondaire public, lui doit présenter une fiche de transfert visée par l'inspection académique pour être validée par le principal ou le proviseur de l'établissement public qu'il veut intégrer. Lutte contre le cancer du sein, c'est parti pour Octobre Rose, un mois de sensibilisation et de dépistage avec des mammographies gratuites. La LISCA compte dérouler un large programme aussi bien à Dakar que dans d'autres régions. Lors du lancement de la campagne 2016, la problématique de la radiothérapie a été discutée. Ils ne sont que 2 spécialistes au Sénégal et la source de cobalt de l'hôpital Dantec a fait son temps, nous dit Oumar Diawa. À première vue, ce décor coloré fait penser à une chose plus réjouissante. Bien au contraire, ce qui réunit ce beau monde n'est pas beau. Il s'agit du redoutable cancer qui ne cesse de gagner du terrain. Oui, il est constaté partout dans le monde une transition épidémiologique. Il y a une émergence des maladies non transmissibles et notamment du cancer. Le corps médical, les chercheurs et les associations tentent de réagir. La LISCA se bat sur le terrain et cette année, plusieurs manifestations sont au programme. Le 22 octobre, nous allons faire une grande consultation où nous espérons recevoir plus de 1200 femmes et nous ferons cette consultation au niveau du stade de l'Amitié. Avant ce grand rendez-vous à Dakar, Mbour et Fatick auront déjà fini de bénéficier de formation des sages-femmes et de dépistage de masse. Une fois la maladie diagnostiquée, la radiothérapie apparaît comme un appoint indispensable. Utiliser la radiothérapie sur le site opératoire permet de diminuer le risque de récidive de la maladie. Le problème est que les ressources humaines qualifiées en radiothérapie sont voisines de 0. Pour l'instant, nous ne sommes que 2 avec 1 en formation. Une lueur d'espoir est apparue à l'horizon avec un partenariat permettant de protéger les filles contre Human Papilloma Virus, responsable du cancer du col. Nous venons de nouer un partenariat avec l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination Gavi. Le Sénégal ira en cofinancement avec cette Alliance mondiale pour généraliser la vaccination à partir de 2017 pour l'ensemble des adolescentes du Sénégal. Cette note d'espoir se double d'une remise de diplôme à des acteurs engagés. Le président Diouf, donc, à son grand regret, est empêché, n'a pas pu venir et m'a demandé de le représenter. Mais effectivement, heureux d'avoir reçu ce diplôme. Dès lors que tout indique, sans être alarmiste, que le nombre de cancers va augmenter dans les prochaines années, il devient urgent de financer le plan national de lutte contre la maladie, de former plus de ressources humaines et de mettre l'accent sur la prévention. Et puis cette série de consultations médicales gratuites au profit des personnes du 3e âge à Yoff, une initiative de la Fondation Servir le Sénégal qui s'inscrit dans le cadre d'un programme qui vise la quasi-totalité des communes du pays. Les bénéficiaires de Yoff expriment leur reconnaissance à la Première Dame, nous dit Ndeye Aïdja. Échange chaleureux avec les populations. Visite au domicile des personnes du 3e âge pour des séances de consultation gratuites. Ainsi démarre ce rendez-vous de la Première Dame avec les populations yoffoises. La commune est choisie pour lancer cette opération, hôpital mobile pour les personnes âgées. Ainsi, la Première Dame leur apporte soutien et réconfort.
On a acquis tout récemment un hôpital mobile et la première dame veut sillonner les 45 départements du Sénégal pour aller partout apporter un message, un soutien aux couches les plus vulnérables, notamment les vieux, les jeunes et les femmes. Nous allons rendre visite, nous rendre chez les populations, rencontrer les personnes âgées, procéder à des consultations. S'ils souffrent de quelque maladie que ce soit, la Fondation prendra en charge les soins. Cette initiative coïncide avec la Journée mondiale des personnes du troisième âge. Ces dernières ont salué ce geste de haute portée et ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de la Fondation Servir le Sénégal. Ils sont venus chez moi avec des médecins. Après m'avoir consulté, ils m'ont demandé de venir ici pour prendre des médicaments. Vraiment, je remercie le président de la République et la première dame pour tout ce qu'ils font en faveur des démunis. Vous avez vu de vous-même que toutes les personnes âgées de Yoff reprennent véritablement de l'espoir. C'est extrêmement important. Nous avons effectivement une intervention large et totale sur les 15 quartiers de Yoff, de l'aéroport jusqu'à Diamalaï. Et dans chaque quartier, nous avons effectivement donc une équipe de spécialistes qui sillonnent le quartier à la recherche de ces personnes du troisième âge dans leur domicile pour leur apporter effectivement les soins adéquats. Vous comprenez donc, en tant que maire de cette commune, je ne peux que m'en réjouir et féliciter et remercier sincèrement au nom des populations la Fondation Servir le Sénégal et Madame la Première Dame. Après Yoff, la Fondation de la Première Dame compte poursuivre cette série de consultations médicales dans les 557 communes du Sénégal. Objectif, dérouler sa mission qui est de servir le Sénégal avant tout. Nous restons avec le troisième âge pour répondre à cette question. Comment les personnes âgées pourraient-elles continuer à participer à l'œuvre de construction nationale? Cette question a structuré les débats lors de la journée mondiale qui leur est dédiée et célébrée tous les 1er octobre. Autre question qui a retenu l'attention, le vieillissement en bonne santé. Plusieurs associations du troisième âge ont partagé leurs préoccupations avec la direction de l'action sociale, nous dit Oumar Diaw. Une fois encore, c'est Rufisque qui offre son hospitalité en accueillant au Centre national de formation et d'action CNFA la cérémonie officielle de la Journée internationale des personnes du troisième âge. Toute manifestation appelle un objectif. Nous, notre objectif principal, c'est d'abord la prise en compte de nos préoccupations et de notre participation aux œuvres de développement. Cette tranche d'âge, du fait de la transition démographique, va devenir de plus en plus importante. Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus en Afrique subsaharienne était estimé à 43 millions en 2010. Il devrait atteindre 67 millions en 2025 et 163 millions en 2050. L'allongement significatif de l'espérance de vie fait que le troisième âge peut encore servir au développement. Aujourd'hui, face aux nombreux défis qui interpellent nos sociétés, les aînés demeurent plus que jamais la référence dans nos comportements, nos attitudes et nos systèmes de valeurs. L'âge est juste un repère conventionnel dans un registre de l'état civil. Beaucoup de personnes âgées ont encore la force de servir, si on le veut bien. Il y a des formateurs. Il y a des enseignants, il y a des ouvriers, il y a des ingénieurs. Alors pourquoi ne pas utiliser cette catégorie sociale-là pour participer au développement de ce pays? Le concept du vieillissement en bonne santé est de plus en plus discuté. D'ailleurs, les Nations Unies ont adopté au mois de mai dernier le plan stratégique pour en faire un objectif universel. Ce qui est important, c'est de pouvoir dire comment ces personnes peuvent continuer à participer dans le développement de notre pays. Et donc c'est là l'importance. Au-delà de leur participation, je pense que cette journée est pour nous l'occasion aussi de revenir sur leur accompagnement. Chaque individu compte. La réussite de ce plan passe par la création d'un environnement favorable, l'adaptation des systèmes de santé aux besoins des personnes âgées, ainsi que la réduction de leur vulnérabilité. L'inaction et la solitude sont les ennemis de la vieillesse qui n'est pas que le temps du chapelet.
À présent, je vous propose un petit détour à la corniche ouest de Dakar, un endroit très fréquenté en cette période de chaleur. Tous les soirs, plusieurs personnes s'y retrouvent pour profiter de la brise marine, mais aussi de la noix de coco que les nombreux vendeurs proposent sur les lieux. C'est un reportage Sorna Antandiaï. On se croirait dans un parc automobile, mais on est plutôt sur la corniche ouest de Dakar, à hauteur de l'université Cheikh Anta Diop. Il est 20 heures passées, l'endroit ne désemplit pas en cette période de chaleur. C'est un endroit qui est très ouvert, qui est très espacé, très aéré, et puis on est en bordure de mer, on respire de l'air pur, et puis voilà quoi. Vous êtes venu seul? Non, accompagné de ma femme et de mon cousin. Moi je aime beaucoup cette plage, cette corniche. La sécurité ici, c'est très bien. De temps en temps, moi, je regardais la police ici pour vérifier. L'atmosphère qui y règne est propice à la détente, à la réflexion, mais aussi à la pratique du sport. Je viens tous les jours du lundi au vendredi pour jouer au foot et pour m'entraîner, pour courir un peu. Pour accompagner tout cela, plusieurs commerces ont fait leur apparition sur la corniche ouest. Et la noix de coco est particulièrement appréciée. J'ai envie d'acheter du coco, tout simplement. J'ai arrêté pour acheter du coco. Les vendeurs de ces noix de coco sont pour la plupart des Guinéens. Ils exercent cette activité qui se confond au lieu. Les noix de coco coûtent entre 300 et 400 francs. On s'en sort bien grâce à Dieu. En famille ou entre amis, les personnes qui fréquentent la corniche ouest ont ainsi l'occasion de respirer l'air pur loin de l'étroitesse des cadres familiaux. Devant eux, le spectacle de flux et reflux incessants de l'océan, la danse des vagues. Voilà pour le reportage du jour signé Sorna Antandiaï. Malé Comptable, un surnom qui avait fini par coller à la personnalité artistique de Abdou Diaw dans la fameuse série Endégé, peut en cacher un autre. L'homme avait préféré l'immigration aux planches. Plus de 2 décennies passées aux États-Unis, Abdou Diaw est revenu au Sénégal, comptable dans le théâtre, mais dans la réalité, il a exercé plusieurs métiers. À la rencontre de ce membre de la troupe d'Araïkoch des années 90 dans la rubrique Rétroviseur avec Abibou Mbaye. Cet homme à la chevelure qui refuse de blanchir a au moins réussi la prouesse de l'entretenir durant les 2 décennies d'absence du Sénégal. Surnommé Malé Comptable, il est revenu avec un peu d'embonpoint qui ne l'empêche pas de prendre les escaliers. Pour Abdou Diaw, les chemins de l'immigration sont pavés de bonnes intentions. À un moment donné de ma vie, je me suis dit que si je reste au Sénégal, je n'aurai pas de maison. J'étais instituteur. Avec le salaire que j'ai gagné, malgré le nombre d'enfants que j'avais, j'étais sûr que si je n'avais pas un prêt pour construire une maison, j'en aurais pas. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller faire une immigration. Et Dieu merci, le bon Dieu m'a aidé. Je suis parvenu à avoir une maison. Je l'ai réussi. Donc, il fallait rentrer, surtout vu mon âge, parce qu'il y a un certain boulot, un certain âge ne peut pas le faire à l'étranger. Et parmi ces boulots exercés durant tout ce temps, Abdou en compte du bout des doigts. Tantôt vendre dans la rue, tantôt travailler dans les restaurants, tantôt, n'est-ce pas, j'ai fait 5 ans quand même de médecine. J'avais fait une formation qui m'avait permis de faire ce qu'on appelle le home health care. Ça, c'est l'équivalent d'un infirmier d'État. Ça, je l'ai fait pendant 5 ans. En dehors de ça, comme je t'ai dit, j'ai fait la restauration. Mais la dernière fonction que j'ai faite aux États-Unis, c'était le taxi. Les 7 dernières années que j'ai vécu là-bas, c'était taxi driver. Même si les ténors de la mythique troupe d'Araïkoch ne sont plus là, des retrouvailles semblent possibles. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Les talents sont là. Moustapha Diop est là, Dieynaba, Sen, Habib, Pape Demba Ndiaye, Cheikh Doumbouya, Rapatia, Mandion Lay, Marem Niang, Ndeymour Ndiaye, Seynabou Niang. La crème est toujours là. Il suffit de s'organiser pour, n'est-ce pas, faire revivre ce groupe.
Un groupe que Malay Comptable porte dans son cœur, mais sans en faire une fixation, Abdou Diaw a beaucoup gagné en expérience dans les médias aux États-Unis et ne cracherait pas sur une éventuelle opportunité. Oui, j'ai fait la communication durant mon séjour également et comme je l'ai souvent dit, et c'est un honneur pour moi également de le dire à chaque fois, parce que je fais partie des premiers Sénégalais et talibés Serigne Touba qui avaient créé une radio de Serigne Touba sur terre. La première radio mouride a été installée à New York. C'est avec Serigne Moussa Mbacké Gaïndé Fatma, le ministre conseiller Arona Diouf pour Sine Coumba Ndoffène et moi. C'est un honneur également pour moi d'être le premier à créer la seule et unique radio Sokhna Diaratoulaye et c'est toujours à New York. J'ai fait une formation radio quand je faisais ma formation artistique à l'Institut national des arts, division art dramatique. Nous avions une matière formation de speaker que l'on faisait à la Radio Sénégal avec Feu Lucien Lemoine. Si je me rappelle, avec les Eloi Koli, Abou Alassane Niang, nous étions des promotionnaires à l'Institut national des arts. Le retour au Sénégal de Abdou Diaw après une longue absence n'est pas chez lui perte de repères. L'actualité internationale à présent sous forme de brèves illustrées, elle nous mène en RDC, en Jamaïque, en Syrie, mais allons d'abord en Côte d'Ivoire où l'opposition proteste contre l'avant-projet de la nouvelle constitution. C'est un récit de Philomène Constance Diagne. Voilà le sujet concernant l'actualité internationale. Je n'ai pas encore prêt. Nous allons devoir refermer cette édition, mesdames, messieurs. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Mais restez avec nous. Le programme se poursuit. Le programme donc se poursuit. Je vous retrouve dans quelques instants pour une page spéciale. Voilà, mesdames, messieurs, merci de votre attention. Je veux vous on revient à présent sur la journée des personnes du troisième âge. La première dame est allée à Yoff dans le cadre d'un programme, d'un vaste programme donc destiné à cette couche de la population. Ce programme concerne des consultations médicales gratuites notamment. Nous retrouvons Ndeye Aïda Dia pour plus de détails par rapport à cette série de consultations médicales gratuite au profit des personnes du troisième âge et si Yoff a été bénéficiaire de ce programme. Ndeye Aïda Dia. Chaleureux avec les populations, visite au domicile des personnes du troisième âge pour des séances de consultation gratuites. Ainsi démarre ce rendez-vous de la première dame avec les populations yoffoises. La commune est choisie pour lancer cette opération, hôpital mobile pour les personnes âgées. Ainsi, la première dame leur apporte soutien et réconfort. On a acquis tout récemment un hôpital mobile et la première dame va sillonner les 45 départements du Sénégal pour aller partout apporter un message, un soutien aux couches les plus vulnérables, notamment les vieux, les jeunes et les femmes. Nous allons rendre visite, nous rendre chez les populations, rencontrer les personnes âgées, procéder à des consultations. S'ils souffrent de quelque maladie que ce soit, la Fondation prendra en charge les soins. Cette initiative coïncide avec la Journée mondiale des personnes du troisième âge. Ces dernières ont salué ce geste de haute portée et ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de la Fondation Servir le Sénégal. Ils sont venus chez moi avec des médecins. Après m'avoir consulté, ils m'ont demandé de venir ici pour prendre des médicaments. Vraiment, je remercie le président de la République et la première dame pour tout ce qu'ils font en faveur des démunis. Vous avez vu de vous-même que toutes les personnes âgées de Yoff reprennent véritablement de l'espoir. C'est extrêmement important. Nous avons effectivement une intervention large et totale sur les 15 quartiers de Yoff, de l'aéroport jusqu'à Diamalaye. Et dans chaque quartier, nous avons effectivement donc une équipe de spécialistes qui sillonnent le quartier à la recherche de ces personnes du troisième âge dans leur domicile pour leur apporter effectivement les soins adéquats.
Vous comprenez donc, en tant que maire de cette commune, je ne peux que m'en réjouir et féliciter et remercier sincèrement au nom des populations, la Fondation Service du Sénégal et Madame la Première Dame. Après Yoff, la Fondation de la Première Dame compte poursuivre cette série de consultations médicales dans les 557 communes du Sénégal. Objectif, dérouler sa mission qui est de servir le Sénégal avant tout. Cette question à présent, comment les personnes âgées pourraient-elles continuer à participer à l'œuvre de construction nationale? Cette question a structuré les débats lors de la journée mondiale qui leur est dédiée et célébrée tous les 1er octobre. Autre question qui a retenu l'attention, le vieillissement en bonne santé. Plusieurs associations du 3e âge ont partagé donc leurs préoccupations avec la direction de l'action sociale. Les précisions de Oumar Diawa. Une fois encore, c'est Rufisque qui offre son hospitalité en accueillant au Centre national de formation et d'action CNFA la cérémonie officielle de la Journée internationale des personnes du 3e âge. Toute manifestation appelle un objectif. Nous, notre objectif principal, c'est d'abord la prise en compte de nos préoccupations et de notre participation aux œuvres de développement. Cette tranche d'âge, du fait de la transition démographique, va devenir de plus en plus importante. Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus en Afrique subsaharienne était estimé à 43 millions en 2010. Il devrait atteindre 67 millions en 2025 et 163 millions en 2050. L'allongement significatif de l'espérance de vie fait que le 3e âge peut encore servir au développement. Aujourd'hui, face aux nombreux défis qui interpellent nos sociétés, les aînés demeurent plus que jamais la référence dans nos comportements, nos attitudes et nos systèmes de valeurs. L'âge est juste un repère conventionnel dans un registre de l'état civil. Beaucoup de personnes âgées ont encore la force de servir, si on le veut bien. Il y a des formateurs. Il y a des enseignants, il y a des ouvriers, il y a des ingénieurs. Alors pourquoi ne pas utiliser cette catégorie sociale-là pour participer au développement de ce pays? Le concept du vieillissement en bonne santé est de plus en plus discuté. D'ailleurs, les Nations Unies ont adopté au mois de mai dernier le plan stratégique pour en faire un objectif universel. Ce qui est important, c'est de pouvoir dire comment ces personnes peuvent continuer à participer dans le développement de notre pays. Et donc, c'est là l'importance. Au-delà de leur participation, je pense que cette journée est pour nous l'occasion aussi de revenir sur leur accompagnement. Chaque individu compte. La réussite de ce plan passe par la création d'un environnement favorable, l'adaptation des systèmes de santé aux besoins des personnes âgées, ainsi que la réduction de leur vulnérabilité. L'inaction et la solitude sont les ennemis de la vieillesse qui n'est pas que le temps du chapelet. Voilà pour cette page spéciale consacrée à la journée des personnes du 3e âge. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous et très bonne soirée sur la RTS1. La météo vous est offerte par Bank of Africa.